Dans Le crépuscule des idoles, Nietzsche avance une affirmation provocante. Selon lui, seuls les faibles recourent aux arguments. À première vue, cela peut sembler curieux venant d'un philosophe, mais creusons un peu pour saisir son intention. Nietzsche aborde les arguments, la dialectique et même la raison elle-même avec un scepticisme marqué. Cette attitude critique trouve sa source dans sa perception de Socrate. Contrairement à ce que l'on croit souvent, Nietzsche ne voit pas Socrate comme une bénédiction pour la philosophie. Au contraire, il le considère presque comme une malédiction. Il soutient que le mode de pensée et de débat popularisé par Socrate a fini par nuire à la culture grecque et, avec le temps, à la culture occidentale dans son ensemble. D'après Nietzsche, Socrate a introduit la tyrannie de la raison, la croyance que seule la raison est la voie ultime vers la vérité. Avec ce tournant socratique, tout devait être justifié, débattu et rationalisé. Tout ce qui n'entrait pas dans le cadre de la logique ou de la raison était rapidement rejeté comme sans valeur. Mais comment cette domination de la raison a-t-elle débuté? Imaginez un dialogue socratique classique. Socrate interroge un noble athénien, respecté, quelqu'un d'influent, peut-être un homme politique ou un chef militaire. Cet individu est avant tout un homme d'action, guidé par ses instincts plutôt que par de longues réflexions. Socrate lui demande alors: Pourquoi croyez-vous cela? Pourquoi agissez-vous de cette manière? Naturellement, ce genre de questionnement irrite le noble. Personne n'aime voir ses convictions défiées, surtout quand elles ont jusque-là porté leurs fruits. Et pourtant, Socrate persévère, révélant combien les convictions de son interlocuteur reposent souvent sur des bases fragiles ou des définitions douteuses de concepts tels que la justice, la beauté ou la bonté. Dans la plupart des dialogues de Platon, le noble finit par une révélation. Il comprend que ses principes de vie manquent de fondement et, en quelque sorte, Socrate avait raison. À présent, Nietzsche nous invite à envisager une autre possibilité. Que se serait-il passé si le noble avait simplement ignoré Socrate? Quelque chose du style: Oublie la philosophie, j'ai une épée. C'est là que Nietzsche pointe la faille de Socrate. Il le qualifie de moustique d'Athènes, un irritant tenace qui perturbait la tranquillité d'esprit des citoyens. Socrate s'appelait même la mouche, se consacrant à provoquer les élites d'Athènes, à l'instar d'un insecte agaçant pour un cheval. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qui rendait cela problématique. Après tout, de nombreux spécialistes de la philosophie perçoivent l'arrivée de Socrate à Athènes comme un tournant révolutionnaire et positif, à tel point que ses prédécesseurs sont qualifiés de présocratiques. Pourtant, tout le monde ne voit pas l'influence de Socrate comme uniquement bénéfique. Pour certains penseurs, son obsession de la raison a marqué le début d'un déclin culturel, comme si elle annonçait l'effondrement de l'esprit grec authentique. Socrate n'était pas la cause profonde de ce déclin, mais plutôt un symptôme. La culture grecque était déjà en perte de vitalité bien avant qu'Athènes n'adopte ses enseignements moralisateurs. Au fond, Socrate remettait tout en question. Dans une culture véritablement confiante et prospère, un tel besoin de validation constante n'existerait pas. À l'apogée de son âge d'or, Athènes n'avait pas besoin de philosophie pour prouver sa grandeur, sa force ou sa supériorité. Ces qualités allaient de soi, incontestées par tous. Nietzsche affirme que la philosophie n'émerge que lorsqu'une culture est déjà en déclin et commence à se remettre en question. La sagesse s'abat-elle sur une société comme un corbeau, attiré par l'odeur de la décomposition? Ce concept est difficile à saisir pour nous, car nous vivons dans un monde post-socratique où l'on nous a appris à toujours exiger des raisons logiques pour nos croyances et nos actions. Nous sommes conditionnés à penser que nos convictions doivent être justifiées de manière rationnelle et que notre comportement a besoin d'une explication moralement acceptable. Agir simplement parce que je le veux ou parce que j'en suis capable est souvent perçu comme égoïste ou vide de sens. Nietzsche souligne que cette manière de penser découle en grande partie de l'influence de Socrate. Socrate a saisi un moment de déclin culturel et, tel un charognard, lui a donné une forme claire. Cependant, comme mentionné auparavant, il n'était qu'un symptôme d'un problème plus vaste. Mais que signifie exactement le mot
décadence pour Nietzsche. Pour le comprendre, il faut remonter à une époque antérieure à Socrate, lorsqu'Athènes était encore véritablement présocratique. Pour trouver des réponses, revenons à Thucydide, l'historien de la guerre du Péloponnèse, qui met en lumière la manière dont les nations justifiaient leurs ambitions, et comment une civilisation brillante s'est peu à peu retrouvée piégée dans un cycle de destruction. Nietzsche voyait Thucydide comme une sorte d'antidote à Platon. Et nous allons bientôt comprendre pourquoi. Considérons le dialogue des Méliens. Imaginez un moment de tension pendant la guerre du Péloponnèse. Des représentants athéniens confrontent les dirigeants de la petite île de Mélos dans une conversation remplie de menaces et de provocations. Ce dialogue, mis en scène par Thucydide, nous transporte au cœur de l'un des chapitres les plus tendus de l'histoire grecque et révèle comment les Athéniens pensaient la politique et le pouvoir à cette époque. Un détail fascinant était que Socrate vivait à cette époque et avait même participé à certaines batailles. Bien que le siège de Mélos ne reflète pas directement la philosophie présocratique, il constitue un excellent exemple de la manière dont les Athéniens comprenaient les dynamiques de pouvoir et les relations politiques. Thucydide, reconnu pour son analyse pénétrante de la mentalité grecque en temps de guerre, présente cet épisode comme un cas emblématique de realpolitik. Une politique nue, sans phare, guidée uniquement par la puissance et l'intérêt, sans idéalisme ni principe élevé pour en adoucir la dureté. Jusque-là, Mélos était restée neutre dans la guerre. Bien qu'elle revendiquât une origine spartiate, l'île avait évité de prendre parti. Les Méliens pensaient être en sécurité, mais pour Athènes, leur neutralité était inacceptable. Athènes envoya des émissaires avec un ultimatum brutal: se soumettre et payer un tribut à Athènes ou en subir les conséquences. Bien que Thucydide n'ait pas assisté personnellement à la rencontre, il rapporte les échanges. Les Méliens, bien qu'ils soient conscients de leur faiblesse, choisirent de résister. Le résultat? Athènes écrasa Mélos, tua les hommes et réduisit les femmes et les enfants en esclavage. L'île fut ensuite repeuplée par des colons athéniens, effaçant à jamais l'héritage spartiate des Méliens. Une ligne marquante de ce dialogue vient des Athéniens eux-mêmes. Les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. C'est là la justification directe des Athéniens pour leurs actes. Pas d'excuses complexes ni de raisons alambiquées. Athènes est puissante, Mélos est impuissante, donc l'invasion est inévitable. Avec une certaine ironie, les Athéniens disent aux Méliens qu'ils ne vont même pas prétendre: nous défendons notre empire parce que vous nous avez provoqués, ou nous en avons le droit car nous avons gagné la guerre. Pour eux, l'idée de droit ne vaut qu'entre égaux. Entre inégaux, la règle est simple: les forts agissent, les faibles subissent à leur sort. Avant Socrate, l'esprit grec se caractérisait par une profonde confiance, une attitude affirmée et même noble. Il semblait incarner une authenticité naturelle, une puissance qui n'avait pas besoin de se justifier. Cette posture est encore plus marquée lorsque les Athéniens évoquent le droit du plus fort à gouverner. Une loi aussi naturelle, pour eux, que l'instinct de survie. Quant aux dieux, nous croyons. Quant aux hommes, nous savons que selon la loi naturelle, ceux qui détiennent le pouvoir gouvernent. Ils ajoutent: nous n'avons pas inventé cette loi. Elle a toujours existé et existera toujours. Nous ne faisons que la suivre, conscients que quiconque posséderait la même force agirait de la même manière. Ici, les Athéniens parlent sans détour du pouvoir brut. Pas de débat philosophique, pas d'arguments moraux. Ils ne cherchent pas à convaincre avec de grandes idées ou des justifications élaborées. Ils agissent simplement parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils en ont la force. C'était cela, l'essence des Grecs présocratiques. Une culture confiante et puissante qui ne ressentait pas le besoin de s'expliquer. Nietzsche voyait dans cette attitude le véritable noyau de l'esprit grec, quelque chose qui s'est perdu lorsque Socrate a introduit l'exigence d'une justification rationnelle pour tout. Lorsque les Grecs commencèrent à céder à ce raisonnement abstrait socratique, à vouloir que chaque acte possède une explication logique, leur nature passionnée et guerrière commença à s'effacer. À partir de Socrate, tout devait être justifié. Cette quête de raison et d'explication
devint la base même de la philosophie, une discipline consacrée à interroger et comprendre chaque chose. Mais pour Nietzsche, cette poursuite infinie de raison est le signe d'un déclin, une faiblesse déguisée en sagesse. Il affirmait que tout comme les Athéniens n'avaient pas besoin d'une excuse détaillée pour conquérir Mélos, les forts agissent tout simplement, sans ressentir le besoin de se justifier. Cette obsession de l'explication rationnelle était déjà présente dans la culture athénienne, notamment chez les grands dramaturges de l'époque, Sophocle, Échille et surtout Euripide. Euripide, ami de Socrate, voulait que ses pièces soient facilement compréhensibles. Nietzsche critiquait cette approche, y voyant une tendance presque compulsive à tout expliquer au public, comme si les pièces se manquaient de puissance symbolique ou émotionnelle pour se suffire à elles-mêmes. Un exemple notable est l'usage fréquent du prologue chez Euripide, où un personnage expose les événements précédents avant même que l'intrigue ne commence, révélant ainsi l'essentiel dès le départ. Euripide pensait que laisser le public dans le doute risquait de le détourner de la beauté poétique de ses mots. À cause de cela, les pièces d'Euripide comportent souvent de longues expositions. Les personnages s'expliquent sans cesse, cherchant peut-être à rendre l'histoire et le monde plus clairs pour le public. Cependant, selon Nietzsche, cette tendance affaiblit la puissance et le mystère essentiel à l'esprit grec authentique. Euripide est également connu pour son usage du procédé théâtral appelé Deus ex machina, où des dieux apparaissent littéralement d'en haut à la fin de ses pièces pour résoudre tous les conflits de manière décisive. Cela indique clairement au public que l'histoire est entièrement bouclée, sans aucune question laissée en suspens. Du point de vue de Nietzsche, Euripide était poussé par une compulsion à tout clarifier, à exposer chaque détail, expliquer l'intrigue en profondeur et rationaliser les motivations des personnages de façon logique et ordonnée. Selon la perspective adoptée, cette méthode narrative peut être considérée comme une force d'Euripide. Plusieurs de ses pièces les plus célèbres, comme Médée, sont aujourd'hui admirées pour leur profondeur psychologique intense et la complexité des justifications données par les personnages pour leurs actions. L'impact de sa représentation est si puissant que Médée, où une mère tue ses propres enfants, est parfois interprétée sous un angle féministe, suscitant de l'empathie pour ses motivations. Bien qu'Euripide ait montré un talent remarquable comme psychologue de scène, Nietzsche voyait cette obsession de la clarté et de l'explication comme un symptôme de la maladie socratique. La relation étroite entre Socrate et Euripide soutient cette idée. On dit que Socrate n'assistait qu'aux pièces écrites par Euripide. Tout comme Platon, Euripide semblait déterminé à révéler une version de la réalité que Nietzsche jugeait alourdie par trop de rationalité et de transparence. Le problème, selon Nietzsche, était que cette approche esthétique, où il faut tout comprendre pour considérer quelque chose comme beau, reflète la croyance socratique selon laquelle seule la chose compréhensible peut être considérée comme bonne. Pour Nietzsche, Euripide incarnait le poète de l'esthétique socratique. Pourtant, Nietzsche rejetait l'idée socratique que la compréhension est une condition préalable à la valeur. Il soutenait que l'action instinctive, le fait d'agir avant de trop réfléchir, ou d'être poussé par la fierté ou le désir de dominer, pouvait aussi avoir de la valeur. Cela ne représenterait-il pas une forme de sagesse ? Peut-être pas une sagesse conventionnelle, mais certainement une forme de force. Repensez maintenant à Socrate lui-même, ce moustique agaçant qui bourdonnait autour de l'élite athénienne, questionnant sans cesse leurs croyances. Socrate avait compris que beaucoup de ces hommes notables ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils prétendaient défendre. Ils agissaient plus par instinct que par compréhension réelle. Ici, nous atteignons le cœur de la vision socratique du monde. Socrate remettait en cause les arts et la morale de son époque, dévoilant ce qu'il considérait comme ignorance et illusion. Pour lui, un manque de clarté était un défaut, quelque chose à corriger. À partir de là, Socrate prit sur lui de remettre le monde en ordre, et c'est précisément là que naît la philosophie socratique, dans l'acte d'identifier les défauts de l'existence elle-même. Pour le philosophe, la nature, la vie
et tout ce qui nous entoure apparaissent défectueux et problématiques parce qu'ils manquent de justification évidente. Cette absence d'explication claire et de raison solide est intolérable pour le philosophe qui exige des réponses pour avancer. Ainsi, il commence à scruter sa propre existence, jetant le doute sur tout ce qui est, sur la vie et sur la nature elle-même. Pourquoi ressentons-nous ce besoin presque compulsif de chercher des raisons à nos actions? Cela peut sembler étrange au premier abord, mais avez-vous déjà réfléchi au fait que cette envie de demander pourquoi n'est pas forcément une caractéristique naturelle du monde? Prenons l'exemple du lion. Il ne se demande pas si chasser est bien ou mal, il suit simplement ses instincts, il poursuit sa proie et la consomme. C'est ainsi que la nature fonctionne, par impulsion pure, sans quête constante de justification. Si le lion commençait à se demander, par exemple, dois-je vraiment chasser cette gazelle? Ou est-il éthique de vouloir se reproduire? Il perdrait la force sauvage qui le définit. Imaginez un lion hésitant avant de chasser ou de chercher un partenaire. Malgré sa puissance apparente, nous penserions probablement que quelque chose ne va pas, qu'il est devenu faible ou malade. Ce parallèle ne s'applique-t-il pas aussi aux humains? En fin de compte, c'est le doute qui engendre le besoin de justification. Au moment où nous faisons une pause pour réfléchir et nous interroger si ce que nous faisons est vraiment juste, ce besoin apparaît. Mais cela soulève une autre question. Est-il viable de vivre constamment dans une telle incertitude? Un guerrier athénien s'arrêtait-il avant d'attaquer Mélos pour se demander si son choix était moralement juste? S'inquiétait-il du bien et du mal? Ou agissait-il poussé par des forces dépassant ses distinctions? Nietzsche explore la condition humaine avant l'avènement des concepts moraux que nous connaissons aujourd'hui. Il appelle cette époque la période pré-morale, un temps où le bien n'était pas lié à l'altruisme, mais au pouvoir et à la domination. Ce bien appartenait aux nobles, aux forts, qui se considéraient supérieurs, voyant leurs actions comme naturellement justes, une expression directe de ce qu'ils étaient. C'était une morale confiante et incontestée. Ces individus, les soi-disant seigneurs, posèrent les premiers fondements de valeurs enracinées dans leur pouvoir et leur statut. Nietzsche appelle cela la morale des maîtres, une morale fière qui agit avec certitude et glorifie la force. Pourtant, avec le temps, cette morale des maîtres fut confrontée et remise en cause. À sa place, surgit la morale des esclaves, une morale née du ressentiment et de l'incapacité à rivaliser physiquement avec les maîtres. Elle devint une forme de résistance, un moyen d'inverser la réalité en valorisant son opposé, une sorte de triomphe moral sur ceux qu'ils ne pouvaient vaincre par la force. La philosophie commença à prendre forme dans cette atmosphère de ressentiment. Socrate, par exemple, se distingue comme un symbole de ce conflit. Il commença à défier l'élite puissante d'Athènes, les nobles de son époque, en confrontant leur autorité par le débat rigoureux et le questionnement. Avec Socrate, nous assistons à l'émergence première de ce que Nietzsche appellera la morale des esclaves, prenant la scène avec pour but de miner la morale défendue par les maîtres. Par son élève Platon, nous apercevons quelque chose de plus important à l'horizon. Le christianisme, qui représentera finalement le triomphe complet de ceux qui n'ont pas de pouvoir physique sur leurs dirigeants, mais tout cela a ses racines avec Socrate. Pourquoi Socrate est-il considéré comme un emblème de la morale des esclaves? Pour commencer, il ne faisait pas partie de l'aristocratie. Il était un simple citoyen, bien éloigné de la classe élite. De plus, il était largement connu pour son apparence peu attrayante. Dans la société grecque, où la beauté physique était profondément valorisée, être peu attrayant était presque une condamnation sociale. Ainsi, le physique de Socrate faisait de lui un marginal, quelqu'un qui ne correspondait pas à l'idéal grec de beauté. Cela soulève une question importante. Socrate représentait-il vraiment le grec typique? Un tableau célèbre illustre vivement cette contradiction. Il montre Socrate aux côtés de son élève, Alcibiade, un général grec renommé pour sa beauté et son style de vie fastueux. L'image met en évidence un contraste saisissant. Alcibiade, le guerrier charismatique et influent, face à Socrate, le philosophe peu impressionnant physiquement.
Ce contraste symbolise la tension entre la puissance brute du corps et la force du débat intellectuel. Il est intéressant de noter que Socrate lui-même avait un passé de guerrier. Il a combattu dans plusieurs batailles et a même sauvé la vie d'Alcibiade lors de la bataille de Potidée avant la guerre du Péloponnèse. Malgré leurs nombreuses différences, Alcibiade chercha à devenir le disciple de Socrate, et ce dernier ne le repoussa pas. Au contraire, il l'accueillit dans son cercle. Tout cela marque un changement significatif. Les valeurs grecques fondées sur la force et la tradition ancienne étaient remises en question. La philosophie de Socrate se dressait comme un contrepoint au mode de vie du guerrier. Un éloignement de l'honneur, du combat et de la loyauté envers la tradition et la cité. Les vertus prônées par Socrate furent mal perçues par beaucoup comme un signe que les Grecs perdaient leur vitalité, qu'ils devenaient complaisants, hésitants, manquant de la vigueur qui les définissait autrefois. Nietzsche soutenait que la méthode dialectique de Socrate était essentiellement une arme utilisée par les faibles, ceux qui ne possédaient pas de véritable pouvoir physique. Socrate, par sa maîtrise de l'argumentation, persuada la classe dirigeante d'Athènes d'abandonner sa force et sa domination au profit de la raison. Dès ce moment, l'idée d'agir simplement parce que je veux ou parce que je peux commença à perdre de son influence. Socrate affirmait qu'il était essentiel d'appeler à quelque chose au-delà de nous-mêmes, ce qu'il appelait la raison. Nietzsche interprète ce changement comme un signe que la culture grecque était déjà en déclin, perdant confiance en ses propres instincts et traditions, cherchant plutôt une validation dans une autorité extérieure. Ce point de vue critique nous accompagne encore aujourd'hui, souvent sans que nous en soyons conscients. Prenons l'exemple du dialogue de Mélos. Notre empathie naturelle tend à soutenir les Meuliens plutôt que les Athéniens, car nous percevons la soif de pouvoir des Athéniens comme excessive. Pour nous, la morale athénienne paraît dure, voire cruelle. Cela se produit parce que la rébellion de la morale des esclaves fut si efficace que nous vivons désormais entièrement dans leur cadre, sans réaliser que nos idées actuelles de justice et de morale proviennent de ce mouvement même que Nietzsche critique vivement. Pour vraiment comprendre l'évolution de la morale, nous devons mettre de côté les points de vue traditionnels et examiner les choses sous un angle radicalement nouveau, presque comme si nous étions des étrangers venus d'un autre monde. En vérité, bien que nous vivions au XXIe siècle, cette transformation des valeurs se déroule depuis des milliers d'années, façonnée et affinée sur plus de 3 millénaires. Considérez l'idée que recourir à l'argumentation ou à la dialectique est souvent le dernier recours de quelqu'un qui a épuisé les autres moyens de s'imposer. Beaucoup la voient comme une stratégie peu convaincante, une tentative désespérée de défense. Il est raisonnable de penser que cela est toujours vrai aujourd'hui. Notre culture est profondément investie dans le débat, cherchant toujours des explications logiques, des justifications et des raisons solides pour presque tout. Cette obsession pour l'argumentation est tellement ancrée qu'il est difficile d'imaginer un monde où elle ne serait pas la norme. Mais cette soif constante de débat rationnel ne pourrait-elle pas en réalité révéler une forme de faiblesse? Pourrait-elle indiquer que nous sommes dans une période de déclin culturel? C'est comme si l'origine de ce que nous appelons la moralité et la bonté se trouvait toujours au-delà de nous-mêmes. Les choses ne sont pas considérées comme bonnes simplement parce que nous le disons. Nous ressentons le besoin de croire qu'il existe une raison supérieure, un but validant derrière ces concepts. De cette façon, nous nous comportons comme des enfants curieux qui ne sont pas satisfaits par les réponses initiales de leurs parents et qui insistent pour savoir pourquoi. Ainsi, le philosophe persiste, à l'image de cet enfant insistant, défiant l'autorité avec une question inconfortable après l'autre, prêt à en subir les conséquences, plutôt que d'accepter des explications superficielles. Socrate est sans doute l'exemple par excellence de cette approche. Ses interrogations incessantes sur la morale et les normes sociales perturbèrent profondément l'élite athénienne, au point qu'il fut condamné à mort, accusé de corrompre la jeunesse en posant des questions jugées trop menaçantes. Après Socrate, la philosophie poursuivit cette quête inflexible d'un fondement de la morale extérieur à notre ego ou à notre pouvoir intérieur. Platon envisagea le bien
comme existant dans un royaume idéal, séparé du matériel. Le christianisme plaça la bonté entre les mains de Dieu et la promesse du paradis. Kant la situa dans un principe rationnel universel appelé impératif catégorique. Et Schopenhauer alla plus loin encore, la localisant dans la volonté, une force mystérieuse au-delà de l'expérience quotidienne. Tous ces philosophes, d'une manière ou d'une autre, perpétuèrent l'héritage de Socrate en cherchant le fondement de ce qui est bon et juste dans quelque chose de supérieur, quelque chose au-delà de l'expérience humaine ordinaire. Ils se différenciaient des Athéniens de Mélos, qui croyaient que leur force leur donnait le droit d'agir comme bon leur semblait. Ces penseurs représentaient de plutôt ceux qui se sentaient impuissants et cherchèrent donc une autorité extérieure. Ils choisissaient de poursuivre des idéaux qui renvoyaient à une vérité suprême, une bonté située en dehors de leur propre volonté, que ce soit dans le royaume des idées, des commandements divins ou une loi morale universelle, évitant ainsi la tâche de créer eux-mêmes des valeurs. Nietzsche proposa une idée audacieuse, un renouveau de l'idéal grec, mais qui le transcende et l'évolue. Il imagina un idéal centré sur la force et l'assurance de soi, quelqu'un qui se réjouit de ses propres accomplissements, une morale des maîtres, où les courageux prennent le contrôle de leur vie et forgent leurs propres valeurs. Mais une telle chose est-elle vraiment réalisable? Nietzsche semblait incertain à ce sujet. Même les anciens Grecs tombèrent sous l'influence de Socrate. Comme il le notait, nous devons aller au-delà des Grecs eux-mêmes. Mais pouvons-nous vraiment? Sommes-nous si différents d'eux, non seulement historiquement, mais aussi par tempérament, fierté et confiance? Si notre but est de les surpasser, de découvrir notre pouvoir intérieur et de créer audacieusement de nouvelles valeurs, cela signifierait-il endosser le rôle de Dieu, devenir quelque chose au-delà de simples mortels? La célèbre déclaration de Nietzsche, Dieu est mort, est bien connue. Mais on insiste moins sur le fait que c'est nous qui l'avons tué. La responsabilité nous incombe. La raison s'est consumée elle-même, minant ses propres fondations, et dans ce processus, même Dieu est tombé sous notre questionnement implacable. Aujourd'hui, la responsabilité de forger quelque chose de nouveau repose sur nous. Les anciennes valeurs sont mortes, et il nous revient d'en inventer de nouvelles. Pour relever ce défi, ne devons-nous pas devenir presque divins nous-mêmes? C'est l'un des événements les plus marquants de l'histoire, et grâce à lui, ceux qui nous suivront feront partie d'une histoire plus grande que toutes celles qui l'ont précédée. C'est ici que le concept de l'Übermensch de Nietzsche entre en jeu, la figure idéale du futur. Au cœur de sa philosophie se trouve cette idée. L'Übermensch, l'esprit libre de demain, doit créer une nouvelle morale. Une morale fondée sur la force et le courage. Une morale qui existe pour elle-même, sans besoin de justification ou d'approbation extérieure. Une morale qui puise tout son pouvoir et ses fondations en elle-même, refusant de se soumettre aux notions externes du bien et du mal, rejetant les débats futiles, osant exercer sa propre autorité, et se tenant de manière indépendante sans validation extérieure. C'est une morale qui transcende véritablement le bien et le mal. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi partager quelque chose. Comme si nous étions assis ensemble autour d'un café, réfléchissant à tout ce que nous avons exploré. Tout comme Nietzsche a remis en question les valeurs de son époque, vous aussi, en restant jusqu'à la fin, avez montré une volonté de questionner, de dépasser une compréhension superficielle et de plonger dans des sphères plus profondes de réflexion. Vous auriez pu vous arrêter à n'importe quel moment. Vous auriez pu vous dire que vous en aviez assez appris. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez continué. Cela me fait penser à une figure que Nietzsche admirait profondément. Le voyageur solitaire, celui qui avance malgré le poids de l'incertitude, toujours à la recherche de quelque chose d'invisible aux autres. Aujourd'hui, vous avez été ce voyageur. À chaque nouvelle idée, à chaque couche de réflexion, vous vous êtes aventuré plus profondément dans le monde riche et exigeant de la philosophie. Alors, un grand merci, sincèrement, de ma part à vous, pour ne pas vous être contenté d'une compréhension superficielle, pour savoir que chaque minute passée ici
vous rapproche davantage de la découverte de soi et de la croissance intérieure. Que votre faim de sagesse ne s'éteigne jamais, et que vous, comme Nietzsche l'imaginait, continuiez à vous dépasser, découvrant la force de tracer votre propre chemin et de définir vos propres valeurs. Merci, vraiment, de faire partie de ce voyage.